Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série Comment adresser la sécurité du télétravail. On va se poser la question, en quoi une architecture Zero Trust est-elle adaptée pour le télétravail? On sait que la crise sanitaire a poussé les entreprises à s'adapter en urgence à un télétravail généralisé. Dans cette vidéo, je vais aborder les questions suivantes. Quels sont les problèmes techniques rencontrés dans les entreprises? Quelles solutions ont été choisies? En quoi une vision purement périmétrique de la sécurité est-elle un frein à l'adoption du télétravail? Ensuite, on va s'intéresser au Zero Trust. Que vient faire le Zero Trust dans l'histoire? Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est uniquement le buzzword du moment? Et comment une architecture Zero Trust est-elle une cible mieux adaptée à la généralisation du télétravail? C'est parti! On a une dizaine de minutes pour traiter de ce sujet, et on va commencer par dresser le constat sur ce que j'appelle le monde d'avant. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques du monde d'avant, c'est-à-dire un monde pas réellement adapté au télétravail? Dans ce monde, toutes les ressources sont dans un périmètre bien délimité avec une frontière entre l'interne considéré comme sécurisé et le monde extérieur, c'est-à-dire l'Internet, le monde de tous les dangers. Tous les postes de travail des utilisateurs sont situés dans ce périmètre. Il y a quelques exceptions avec des postes mobiles qui peuvent se connecter à travers un VPN au système d'information. Les smartphones ou tablettes n'existent pas, ou plutôt on les ignore et on les interdit par manque de contrôle. Dans le monde d'avant, le cloud non plus n'existe pas, même si on a entendu parler de certaines entités qui utilisent des solutions SaaS. Enfin, tous les systèmes de sécurité sont déployés pour s'assurer que la frontière est bien gardée et principalement en contrôlant tous les flux réseau entrant et sortant. C'est le principe de la sécurité périmétrique qui perdure. Évidemment, la réalité est différente. Pour la plupart des organisations, les ressources sont situées en dehors du périmètre de l'entreprise. Bien sûr, on pense aux applications SaaS qui passent sous le radar de l'IT, ce qu'on appelle le shadow IT. Avant l'avènement du cloud et de la mobilité, on estimait que 80% des flux restaient sur le réseau interne. Maintenant, la situation est complètement inverse, avec uniquement 20% des flux en interne et 80% pour les échanges avec l'extérieur. Avec la généralisation du télétravail, une grande partie des postes se retrouvent à l'extérieur des organisations. Dans certains cas, c'est quasiment 100% des employés qui travaillent depuis chez eux. Évidemment, le télétravail n'est pas possible pour tous les métiers, mais avec la crise sanitaire, c'est devenu un véritable enjeu. Il est évident que les smartphones et tablettes sont devenus incontournables. Ils sont utilisés par les employés même si les entreprises veulent s'assurer d'un minimum de contrôle. Le cloud est bien sûr au cœur de la transformation numérique et est devenu incontournable. Enfin, la vision périmétrique de la sécurité n'est clairement plus adaptée à cette nouvelle réalité. La première conséquence de la généralisation du télétravail est la saturation des infrastructures VPN. Pour rappel, un VPN, un réseau privé virtuel, permet à un poste de se connecter à travers sa connexion Internet sur le réseau de l'entreprise à travers un canal sécurisé. C'est juste une extension du réseau interne vers l'extérieur. Donc tous les flux provenant de l'ensemble des postes des utilisateurs en télétravail vont passer par ces fameuses passerelles VPN qui vont se retrouver saturées. La conséquence immédiate est que l'expérience utilisateur va être fortement dégradée. Cela peut être l'impossibilité de se connecter ou d'accéder dans des conditions correctes aux outils de collaboration. Par exemple, difficulté à synchroniser ses mails, à accéder à ses documents ou à travailler en mode collaboratif. En plus, comme toutes les réunions se font en visioconférence, avec des flux qui nécessitent plus de bandes passantes et des flux temps réel, on se retrouve avec des VPN encore plus saturés. Ce sera la même chose pour l'accès aux ressources ou applications internes qui nécessitent également de passer par le VPN. Enfin, d'un point de vue sécurité, cela va poser le problème de mise à jour des postes, y compris pour la diffusion des correctifs de sécurité. Quelles sont les solutions qui ont été adoptées par les entreprises pour résoudre dans l'urgence ce problème? Le premier problème à régler est la saturation des infrastructures VPN, on l'a vu. Et là, on a deux leviers qui peuvent être activés. Donc le premier, c'est d'investir massivement dans des passerelles VPN pour s'adapter au nombre d'utilisateurs en télétravail. C'est la solution adoptée par certains clients, mais qui peut s'avérer coûteuse, puisqu'il faut investir dans des nouveaux matériels. Le problème avec cette approche est que l'on reste toujours dans la même vision périmétrique. Le deuxième levier, c'est de mettre en place le speed tunneling pour sortir du tunnel VPN les flux des services de collaboration, comme par exemple les flux Teams temps réel. Cette solution a été adoptée par très nombreuses organisations
qui de base étaient réticentes au split tunneling. J'aborderai ce sujet plus en détail dans un prochain épisode. Ensuite, les infrastructures de gestion des postes doivent être adaptées. Au départ, elles sont construites pour gérer les postes situés à l'intérieur de l'entreprise, comme par exemple Configuration Manager pour la solution Microsoft. On doit les rendre accessibles depuis l'Internet pour que les postes se mettent à jour sans avoir à passer par le VPN. Ou on peut s'appuyer sur des solutions cloud de type Microsoft Intune qui sont accessibles sur Internet avec la possibilité, bien sûr, de mixer les deux solutions. Il faut revoir le modèle de sécurité pour faire face à cette nouvelle situation et dans une vision Zero Trust. Bon, il faut savoir qu'implémenter une architecture Zero Trust, c'est une transition qui se fera dans la durée, mais il est important d'enclencher les premières étapes dans cette direction. En introduction au sujet du Zero Trust, je vous livre une citation de Mark Simos qui, je trouve, résume très bien l'esprit du Zero Trust. Zero Trust n'est pas « ne faites confiance à rien », c'est adopter une façon plus intelligente de faire confiance. C'est ce qu'on va détailler. Tout d'abord, est-ce que Zero Trust n'est pas le buzzword du moment ? Si l'on en croit cette étude du César, on est au-delà du buzzword puisque 46% des entreprises françaises interrogées ont vu l'intérêt de ce changement de modèle. Certaines ont même commencé à le déployer. Les autres, soit n'en ont pas entendu parler, soit considèrent que c'est juste un moyen de pousser des solutions en se référant à un mot à la mode. Pour entrer dans le vif du sujet, le Zero Trust n'est pas un concept nouveau. Il avait été déjà plus ou moins théorisé il y a une quinzaine d'années par le Jericho Forum. Les concepts ont été rafraîchis par l'Open Group et parmi les principes édictés, l'un des plus intéressants est le premier, qui semble spécialement bien adapté à la situation. Il décrit le fait que tous les utilisateurs, donc on fait apparaître l'identité, et les appareils, tout type y compris les mobiles, doivent pouvoir accéder à tous les réseaux, c'est-à-dire les ressources, depuis n'importe quel endroit, avec les mêmes conditions de sécurité. Maintenant, si l'on regarde les grands principes du Zero Trust, on peut en voir trois. Le premier, c'est vérifier explicitement, c'est-à-dire vérifier dynamiquement le contexte de l'accédant. 2. Implémenter l'accès à moindre privilège, c'est-à-dire assurer en fonction du contexte que l'utilisateur aura uniquement les privilèges nécessaires pour accéder à l'application. On peut même affiner en attribuant une fenêtre temporelle pour l'accès. Et 3, enfin, présumer la compromission, c'est-à-dire adopter une posture où on admet qu'on pourra être compromis et à ce moment-là, s'assurer qu'on est en mesure de détecter les attaques et de les circonscrire rapidement pour en limiter les impacts. Cette vision Zero Trust implique de mettre en place une architecture qui permette de définir des politiques d'accès qui vont se baser sur le contexte de l'accédant. Il s'agit de déterminer le niveau de confiance associé à la demande d'accès et ensuite d'appliquer dynamiquement la politique pour autoriser, bloquer ou donner un accès limité à l'application. Augmenter le niveau de confiance pourra signifier d'imposer une authentification multifacteur pour s'assurer en cas de doute que l'utilisateur a non seulement la connaissance du mot de passe, mais également en possession du smartphone qui lui a été associé. Pour prendre un exemple de limitation d'accès, c'est autoriser l'accès uniquement à lecture d'un document si l'utilisateur accède depuis un smartphone non géré par l'entreprise. La deuxième branche nous concerne plus particulièrement dans le cadre du télétravail généralisé. Il faut être capable d'assurer que les utilisateurs pourront accéder à toutes leurs applications et données depuis n'importe quel endroit, donc depuis chez eux. Cela résonne complètement par rapport au premier principe du Jericho Forum. En plus, ils doivent pouvoir utiliser non seulement le PC de travail, mais également leurs appareils mobiles, smartphones et tablettes, voire leurs appareils personnels. Dans cette courte vidéo, je m'attarde sur le contrôle d'accès conditionnel, mais la gestion des appareils mobiles fait également partie du panorama. Le modèle Zero Trust est basé sur l'identité, avec comme brique de base le contrôle d'accès conditionnel. Le principe est que, sur une demande de connexion, on évalue le contexte pour prendre une décision. Si on regarde le schéma, les différents critères qui sont pris en compte, on va évaluer le niveau de confiance avec 1. L'identité de l'utilisateur, sa localisation, par exemple pour identifier un voyage impossible, ou un accès depuis un pays improbable. Le statut de l'appareil depuis lequel l'utilisateur accède en se posant un certain nombre de questions, comme par exemple, est-ce que l'appareil est géré par l'entreprise ? Est-ce qu'il respecte les politiques de sécurité, c'est-à-dire les versions d'OS, correctifs de sécurité, le chiffrement ? Est-ce que l'appareil est associé à l'utilisateur ? Est-ce que l'utilisateur a déjà utilisé cet appareil, etc. Et la politique d'accès, elle va être définie par rapport à l'application ciblée.
Le risque est alors évalué en temps réel pour prendre la décision ou non d'accès et sous quelles conditions. Si l'accès est autorisé, il pourra l'être avec des conditions supplémentaires, comme imposer une authentification multifacteur, mais la politique pourra aussi décider d'offrir un accès limité aux documents ou à l'application. On voit que l'âme du Zero Trust, c'est adopter une façon plus intelligente de faire confiance en s'appuyant sur des signaux pour prendre des décisions en temps réel. Il faut disposer de signaux et être capable de les traiter en s'appuyant évidemment sur des algorithmes de machine learning. Et dans l'environnement Microsoft, c'est Azure Active Directory qui réunit ces signaux et prend des décisions pour appliquer les politiques d'accès. Pour que le Zero Trust ne reste pas une belle vue de l'esprit, il faut se poser la question de comment l'implémenter. Je l'écris ici, les briques qui sont disponibles en environnement Microsoft et qui sont utilisées par l'informatique interne de Microsoft pour l'implémentation de Zero Trust. La brique centrale qui gère le contrôle d'accès conditionnel est Microsoft Azure Active Directory. Concernant l'identité, comme on l'a vu, le contexte de l'utilisateur est pris en compte dans la décision d'accès. La partie on-prem n'est pas oubliée avec Microsoft Defender for Identity qui s'appuie sur les signaux Active Directory, donc on-prem, pour détecter les attaques sur les identités. Côté appareil, les éléments liés à l'appareil sont également pris en compte. Son état de santé, le fait qu'il soit ou non managé. La sécurité de l'appareil est assurée par Microsoft Defender for Endpoint pour la protection, la détection et la réponse aux menaces. Microsoft Intune est le service qui permet de gérer les appareils, que ce soit les PC ou les appareils mobiles. Si on regarde du côté droit, on voit que les applications ciblées sont les applications du cloud Microsoft, mais également toutes les applications SaaS, dont plusieurs milliers sont déjà intégrées avec Azure AD. Les applications internes de l'entreprise peuvent être publiées pour profiter également du contrôle d'accès conditionnel. Pour la protection des données, Microsoft Information Protection est utilisé pour détecter, classifier et protéger les informations sensibles. Enfin, Cloud App Security permet de lutter contre le Shadow IT et de protéger les applications cloud. Pour terminer cette présentation, voilà ce que je vous propose de retenir. On a vu que le modèle périmétrique était battu en brèche avec la généralisation du télétravail. Le modèle Zero Trust n'est pas qu'un concept marketing. Il a été théorisé il y a plus de 15 ans et est adapté au monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas que d'une vision. Le modèle peut être implémenté avec des briques qui existent déjà. Enfin, il faut considérer ce modèle comme une cible et mener les étapes en respect du principe du Zero Trust. Je vous donne quelques liens importants si vous voulez approfondir. Alors, vous pouvez commencer par le livre blanc Zero Trust ebook. Il y a également des vidéos sympas avec le CISO Workshop. S'il y a un lien à retenir, ce sera le aka.ms/zerotrust. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette présentation et on se revoit prochainement dans les épisodes à venir. À très bientôt sur la Tech au carré.